Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les déterminants de la mobilité sociale. Alors, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, l'évolution de la structure socio-professionnelle, le rôle de la famille, et enfin, celui de l'école. Alors, commençons par l'évolution de la structure socio-professionnelle. Alors, en fait, cela correspond tout simplement à la mobilité structurelle. Cette dernière résulte de l'évolution de la structure de la population active et des structures économiques d'une génération à une autre. Plus simplement, certains métiers vont disparaître, tels que celui de blanchisseur, de mineur, d'allumeur de réverbères. D'autres vont se développer, tels que aide à domicile, cadres commerciaux. Et certains métiers vont se créer, exemple développeur d'applications mobiles, community manager, etc. On voit bien qu'en fait, les modifications opérées dans la structure des emplois, les modifications opérées dans les structures économiques vont avoir un impact sur les métiers qui vont se créer, qui vont se développer, qui vont disparaître, et par là même, cela va influencer la mobilité sociale d'une génération à une autre. Il faut également tenir compte de l'existence de différentiels de fécondité entre les PCS, en l'occurrence les PCS en expansion, qui ont un moindre taux de fécondité, en clair qui font moins d'enfants que les autres PCS, en l'occurrence ici les cadres et professions intellectuelles supérieures, vont créer des opportunités de mobilité sociale pour les autres professions et catégories socioprofessionnelles. Si il y a par exemple moins d'enfants dans la génération des fils de CPIS que dans la génération des fils des professions intermédiaires ou des employés, et qu'il y a de nombreux métiers qui se créent dans la PCS des CPIS, automatiquement, cela va obliger donc cette PCS à recruter des enfants des autres catégories sociales, générant mécaniquement de la mobilité sociale. Exemple. Comment expliquer qu'un quart seulement des fils d'agriculteurs soient devenus eux-mêmes agriculteurs? Bon, d'un côté, il est vrai que c'est un travail difficile, chronophage, qui prend du temps, où il n'y a pas de vacances et dont les revenus sont aléatoires. D'un autre côté, il faut bien effectivement tenir compte du fait que c'est également lié aux évolutions techniques et économiques qui ont complètement transformé le travail agricole, avec des gains de productivité, qui vont provenir de la mécanisation, mais également de l'accroissement de la taille des exploitations, qui d'ailleurs va favoriser la mécanisation. Résultat, dans la génération des pères, il y avait 16% d'agriculteurs, dans celle des fils, il n'y en a plus que 4%. On voit bien que les modifications dans la structure économique sont à l'origine d'une mobilité sociale. Deuxièmement, le rôle de la famille. La famille transmet un triple capital et met en œuvre des stratégies scolaires qui vont avoir un impact sur la réussite scolaire des enfants et par là même sur la mobilité sociale. On a deux types d'analyse. Tout d'abord, l'analyse de Bourdieu. C'est une démarche que l'on qualifie de holiste, qui s'appuie sur les habitus de classe et le triple capital possédé par chaque individu. En fait, d'après Bourdieu, c'est l'appartenance à une classe sociale donnée qui va constituer un puissant déterminisme social et favoriser soit la réussite pour les classes dominantes, soit l'échec pour les classes dominées au niveau scolaire, avec tout l'impact qu'il y aura au niveau professionnel et en termes de mobilité ou d'immobilité sociale. D'un autre côté, on a l'analyse de Boudon. Elle s'appuie sur une démarche individualiste, sur la rationalité des acteurs qui vont effectuer des calculs coûts-avantages. En fait, pour Boudon, ça sera la somme des comportements au niveau micro-sociologique, au niveau des individus, qui va faire apparaître des tendances au niveau macro-sociologique, à l'échelle de la société. Bon, revoyons successivement ces différentes analyses. Si l'on reprend celle de Bourdieu, chaque individu va posséder un triple capital qui va influencer sa réussite scolaire, donc son insertion professionnelle, donc les chances de mobilité sociale ou d'immobilité sociale, inversement. Chaque individu possède donc un triple capital. Le premier, le capital économique. Cela correspond à l'ensemble des ressources matérielles qui sont facilement mobilisables par un individu. Les revenus, le patrimoine. Grâce au capital économique, l'enfant, par exemple, aura des possibilités ou non de soutien scolaire. Le choix de l'établissement va également avoir un impact sur sa réussite ou sur son échec scolaire. La taille du logement aura un impact sur les possibilités et les conditions de travail à la maison.
Il y a également, bien évidemment, la transmission d'un capital à ses enfants, dans le cadre, par exemple, d'une succession, qui va également permettre d'aider certains enfants au début de leur vie active. Le capital social, quant à lui, correspond aux ressources sociales dont l'individu dispose. C'est son réseau de relations, plus communément appelé piston. En fait, cela va faciliter l'accès à certains établissements scolaires, mais également à des postes au niveau professionnel. Ce capital social est en plus renforcé par des stratégies homogamiques. Le dernier capital, qui a un rôle fondamental et même le rôle le plus important dans l'analyse de Bourdieu, c'est le capital culturel, puisque c'est celui-ci qui permet aux classes dominantes d'asseoir leur domination sur les classes dominées. Le capital culturel correspond à l'ensemble des capacités cognitives et intellectuelles détenues par un individu. En clair, il se mesure par les diplômes obtenus, les livres lus, ses pratiques culturelles, son habitus incorporé, sa façon de réfléchir, de s'exprimer. Il joue un rôle fondamental dans l'immobilité sociale, puisqu'il va permettre justement aux classes dominantes d'avoir des enfants qui resteront dans cette même classe, et inversement, il va grandement compromettre les chances des enfants des classes dominées de pouvoir bénéficier d'une mobilité sociale ascendante. Le capital culturel est donc constitué de 3 dimensions. Premièrement, il existe à l'état incorporé. C'est ce que Bourdieu appelle les dispositions durables de l'organisme. Bon, la qualité des raisonnements, la façon de s'exprimer, le langage, tant écrit qu'oral. Le capital culturel existe également à l'état objectivé, c'est-à-dire sous forme d'objet. Cela correspond aux tableaux, aux livres, aux dictionnaires qui sont immédiatement accessibles en fait à l'individu. Et enfin, le capital culturel existe à l'état institutionnalisé. Cela correspond tout simplement aux diplômes qui sont distribués par l'école. Alors le problème essentiel pour Bourdieu, c'est que la culture scolaire n'est pas neutre socialement. L'école est indifférente aux différences. Elle ne tient pas compte du fait qu'elle n'a pas en face d'elle des élèves qui sont tous identiques, et surtout qu'elle n'a pas en face d'elle que des élèves issus de la classe dominante. En fait, le cœur du problème, c'est que l'école valorise la culture des enfants des milieux les plus favorisés, ceux que Bourdieu appelle les héritiers. Et cette culture, qui a été intériorisée par les enfants des milieux les plus favorisés, est très proche de celle qui est dispensée à l'école. En fait, les enfants qui sont issus des classes dominantes vont intérioriser, intégrer à leur personnalité un capital culturel, un ethos de classe très proche de celui qui est transmis par le système éducatif. Bien évidemment, ça va faciliter leur réussite. En clair, dans les milieux les plus favorisés, les enfants auront un langage soutenu, tant à l'écrit qu'à l'oral. Ils auront une culture générale. Ils auront effectué de nombreux voyages à l'étranger, ce qui va leur donner une ouverture culturelle et, bien évidemment, permettra également d'accroître la pratique linguistique d'une langue étrangère. Ils auront des pratiques culturelles qui sont également favorables à la réussite scolaire, quand leurs enseignants leur parleront d'auteurs, d'écrivains, de tragédies, de comédies, de pièces de théâtre, cela pourra potentiellement faire référence à des choses qu'ils ont déjà lues ou déjà vues. Inversement, les enfants qui sont issus des classes dominées doivent faire un effort d'acculturation. Pour eux, c'est un véritable choc des cultures. Ils doivent mettre de côté leur culture d'origine et adopter la culture valorisée par l'école. On comprend bien que c'est extrêmement difficile à effectuer. Résultat, les enfants issus des classes dominantes, des milieux les plus favorisés, auront une plus grande probabilité de réussir au niveau scolaire. D'avoir, par conséquent, une position sociale qui restera au même niveau que celle de la génération de leurs parents. On a donc de l'immobilité sociale en haut de la pyramide. En bas, les enfants issus des classes dominées vont très majoritairement avoir de grandes difficultés à pouvoir bénéficier d'une mobilité sociale ascendante, puisque leur culture est très éloignée de ce que demande la culture scolaire. Alors maintenant, si nous prenons l'analyse de Boudon, pour lui, il n'y a pas de problème de reproduction sociale, ni de déterminisme absolu, ce n'est pas un problème structurel. Non, d'après lui, le cœur du problème, ce sont en fait les stratégies individuelles qui sont responsables des inégalités scolaires.
Les familles sont rationnelles, elles mettent en place des stratégies qui reposent sur des calculs coût-avantage. En fait, les familles vont comparer d'un côté les coûts liés à la poursuite des études, autrement dit les frais de scolarité, le coût d'opportunité lié à une perte de salaire, autrement dit pendant qu'on va à l'école on ne gagne pas d'argent, et d'un autre côté les avantages liés à la poursuite des études. Un salaire plus élevé, un statut social plus élevé, le prestige lié également à une certaine position sociale. Pour les familles les plus aisées, eh bien en fait, les avantages sont surpondérés, les coûts sous-pondérés. Pour les familles les moins aisées, les avantages sont sous-pondérés et les coûts surpondérés. Finalement, les coûts monétaires, temporels et symboliques de l'éducation tendent à être perçus comme d'autant plus élevés que le rang social de la famille est bas. À noter que le paradoxe d'Anderson ne fait que renforcer le choix des familles modestes dans la mesure où celles-ci vont se dire que, compte tenu du fait que même avec un diplôme plus élevé dans la génération des fils que dans celle du père, il est possible d'avoir un statut social inférieur, quel est l'intérêt de continuer des études? Ce sont donc les choix successifs pris par les familles qui vont avoir des conséquences sur les choix des filières, la durée des études, etc. Ce qui est perçu comme un échec social pour une famille aisée est perçu comme une réussite sociale pour une famille populaire. Par exemple, si des enfants médecins ont un fils qui passe un bac pro, il y aura un sentiment de déclassement. Mais si des parents ouvriers titulaires d'un CAP ont un fils qui passe un bac pro, là il y aura un sentiment d'ascension. En fait, le système scolaire est constitué de points de bifurcation qui vont renforcer les choix des familles. Il y a une sorte de processus d'autosélection qui influence le choix des familles. Elles se disent, ces études sont faites pour moi, si on est issu des milieux aisés, celles-là ne sont pas faites pour moi, si on est issu des milieux plus populaires. Par exemple, à la fin du collège, les enfants des milieux aisés vont privilégier les lycées généraux et technologiques, alors que les enfants des milieux populaires ne vont pas hésiter justement à aller en lycée professionnel. Au lycée, les enfants des milieux aisés vont de préférence effectuer des études longues, prestigieuses, classe prépa, médecine, Sciences Po, alors que ceux qui sont issus des milieux populaires vont opter pour des études plus courtes, moins prestigieuses. On observe ce qu'on appelle techniquement une polarisation sociale des différentes filières de l'enseignement supérieur, longue et prestigieuse pour les milieux aisés, courte et moins prestigieuse pour les milieux populaires. Enfin, pour terminer, le rôle de l'école est positif dans un premier temps. L'école est un vecteur de l'idéal méritocratique. Elle donne à tous, sans tenir compte de l'origine sociale, les mêmes chances de réussir. Elle permet d'accéder à tous à un diplôme en diversifiant les filières. La massification de l'enseignement a conduit presque 80% d'une classe d'âge au bac. L'école permet de répondre aux besoins en main-d'œuvre de l'économie. Elle garantit l'obtention de diplômes qui répondent aux exigences des entreprises. Elle facilite l'insertion professionnelle et par là même la mobilité sociale. L'école augmente la probabilité d'avoir un statut social élevé. Les titulaires d'un bac général sont beaucoup plus souvent cadres profession intellectuelle supérieure ou même profession intermédiaire que ceux qui ne possèdent qu'un bac professionnel, qui le plus souvent seront employés ou ouvriers qualifiés. Par contre, bien évidemment, l'école n'a pas que des avantages. L'école a également un rôle qui est négatif dans la mobilité sociale. Nous l'avons d'ores et déjà vu, la réussite scolaire est inégale en fonction de l'origine sociale. Il suffit de voir le rôle de la famille selon l'analyse de Bourdieu. De même, l'analyse de Boudon nous montre ô combien, effectivement, les stratégies familiales, en termes de rationalité, de coût-avantage, peuvent impacter, bien évidemment, le choix des filières des individus et par là même les possibilités de mobilité sociale. La réussite scolaire ne garantit pas toujours une position sociale supérieure à celle des parents. Je vous renvoie au paradoxe d'Anderson. Et enfin, le rendement des diplômes est inégal en fonction de l'origine sociale. Autrement dit, deux individus ayant un diplôme identique, mais ayant une origine sociale différente, ne rentabiliseront pas de la même manière leur diplôme sur le marché du travail. Et le rendement des diplômes est également inégal en fonction de l'époque. À l'époque des Trente Glorieuses, valoriser un bac, c'était facile. De nos jours, valoriser un bac, c'est un miracle.